votos europeos. Señora Presidente, gracias. Ok. Monsieur Raimondi. Ok. Parfait. Merci. Tous les ambassadeurs, bien, todos los representantes permanentes. Merci. Señor presidente, le doy la bienvenida. Es un honor recibirlo a usted, recibir L'occasion qui est pleine, qui est remplie, qui est pleine plutôt d'un rejeton sur mes profils de Guernica, c'est quelque chose de... J'avais eu l'honneur d'être reçu par vous-même dans votre palais. castellano de Présente mes excuses à vous-même, monsieur l'ambassadeur. sobre todo para él, porque los demás en todo el mundo habla castellano. Egunon, bonjour et merci beaucoup à tous. Guido Raimondi, Christos Giacomopoulos, Jean-Paul Costa, enbasadore Andereak, jaunak, baita Espainiar Estatuko enbasadore jauna, epaitegia ordezkatzen duen Espainiatik den ordezkaria, Arartekoa, Bizkaiko Batzar Nagusietako presidenta eta Euskal ordezkaritza osatzen duzuen jaun-andre guztiok, egunon eta eskerrik asko. El recuerdo a René Cassin nos ha convocado en este acto. Fue uno de los principales redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Nobel de la Paz hace 50 años. Hoy le rendimos un merecido homenaje. René Cassin nos brinda la oportunidad de compartir una reflexión sobre el significado de los derechos humanos en el agitado contexto político e internacional. Enfrentamos nuevos desafíos globales y locales. Enfrentamos amenazas populistas y extremistas que, para obtener réditos electorales, azuzan el miedo y convocan los más bajos instintos humanos. Utilizan el racismo, la xenofobia y el miedo al diferente o al inmigrante como argumento. Frente a esta amenaza a la convivencia y a los más genuinos valores europeos, los derechos humanos son la brújula que permite orientar una política basada en el humanismo. Son una referencia fundamental para no perder el rumbo. También Europa es una referencia fundamental para nuestro futuro. Si se va a producir el Brexit, esperemos que sea con acuerdo. En todo caso, tiene que suponer un revulsivo para el proyecto de futuro de una Europa más integrada y unida en su diversidad. René Cassin gogoratzea da ekitaldi honen xedea. Duela 70 urte onartu zen giza eskubideen adierazpen unibertsala, eta hura izan zen testua idazten jardun zutenetako bat. Egun, mehatxu populista eta muturreko planteamendu berriei egin behar diegu aurre. Onura politikoak lortzearren, herritarren artean beldurra zabaltzen da edozein argudio erabiliz, arrazakeria, xenofobia eta desberdinekiko edo migranteekiko beldurra. Bizikidetza eta Europar Batasuneko balioarik oinarrizkoenak kolokan jartzen dituen mehatxuen aurrean, giza eskubideak dira gure iparrorratza. Los derechos humanos no son solo un desideratum, tienen fuerza normativa. Existe un derecho internacional y el Convenio Europeo de Derechos Humanos vincula jurídicamente las políticas públicas con la obligación de defenderlos sin excepciones, sin exclusiones y sin excusas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
que nos acoge, es una garantía de seguridad jurídica. Es una institución que materializa la esperanza para los derechos humanos y el futuro de la humanidad. He transmitido este reconocimiento a su presidente Guido Raimondi. En el ámbito vasco quiero mencionar la institución del Defensor del Pueblo, Manu Lezertua Suararteko. Reconocemos su firme compromiso con los derechos humanos en las instituciones europeas y ahora en Euskadi. Agradecemos su colaboración en la organización de este acto. Eskerrik asko. Deno artean giza eskubidei egin ahal diegun aitortzarik onena zera da. Gaurkotasun osoko erreferente gisa duten balioa ez ahaztea. Hain zuzen, horregatik egin du bat Eusko Jaurlaritzak Nazio Batuen gizagarapen iraunkorrerako 2030 agendarekin. Europako eta mundu osoko ekintza politikoan erreferente nagusia izaten jarraitu behar dute giza eskubideak. Brexita gertatzekotan erronka bat da. Espero dugu akordioaren bidez ematea, baina dena den, espero duguna da Europar proiektua sendotzeko eta indartzeko baliogarria izatea. Europa da gure etorkizuna. Termino. Quienes aprobaron la Declaración Universal afirmaron que la dignidad humana es el fundamento. Las políticas económicas, sociales y de solidaridad deben orientarse a este concepto nuclear de la dignidad humana, a la creación de condiciones de igualdad, equidad y justicia que se correspondan con el desarrollo de la potencialidad que se encierra en cada ser humano. La Declaración ha perdurado en el tiempo como prueba de la universalidad de sus valores eternos de equidad, justicia y dignidad humana. Los derechos humanos han sido herramienta fundamental para orientarnos en el pasado reciente. Han de seguir siendo el referente principal de la acción política en Europa y en el mundo frente a los retos emergentes del futuro. En esto consiste el cumplimiento fiel de los derechos humanos. Gaur, genekatzen gogoan, giza eskubideekin dugun konpromisoa berresten dugu. Merci beaucoup. Eskerrik asko. Où sera planté l'arbre de Guernica. René Cassin, qui présida cette cour, est ici chez lui. Pas uniquement parce que ceux qui empruntent le couloir qui mène au bureau du président croisent son regard bienveillant. Il est chez lui parce que cette cour est son rêve réalisé. C'est pourquoi il s'est battu toute sa vie. Parce qu'elle continue de faire vivre son message humaniste. René Cassin aura été toute sa vie un homme de réflexion, évidemment, mais aussi un homme d'action résolument tourné vers l'avenir. Comme mon ami Jean-Paul Costa, je suis l'un de ses successeurs et c'est une lourde responsabilité. Je n'aurai pas la prétention de raconter ce que fut la vie de René Cassin. Toutefois, elle suscite de ma part un certain nombre de réflexions que je souhaiterais partager avec vous. Cette vie fut à bien d'égards exceptionnelle, et pas uniquement pour des raisons heureuses. Profondément attaché à la paix, il connaîtra au cours de son existence 2 guerres atroces. Dans chacune de ces tragédies mondiales, il jouera un rôle éminent. Cassin n'est pas un homme providentiel. Ses rares incursions dans le domaine politique n'ont pas été couronnées de succès, mais il est, dans toutes circonstances, l'homme de la situation. Homme de la situation, il est d'abord au sortir de la Première Guerre mondiale, en tant qu'artisan de la réconciliation entre les 2 camps. Son idée de faire se rencontrer des anciens combattants français et allemands est alors totalement révolutionnaire. Beaucoup le savent ici, c'est sous les auspices du Bureau international du travail que s'est ouverte le 2 septembre 1921 une conférence voulue par lui et qui fut l'une des premières manifestations du pacifisme après la guerre de 14-18. À titre personnel, ayant passé plusieurs années heureuses au sein de l'OIT,
j'y vois une proximité supplémentaire avec René Cassin. On sait que le rôle de cette organisation fut alors essentiel, car son directeur, Albert Thomas, avait la même vision pacifique et de réconciliation que Cassin. Homme de la situation, il est encore, évidemment, à Londres, lorsqu'il rejoint parmi les premiers le général de Gaulle. C'est pour lui une évidence. N'oublions pas que Cassin est un grand patriote, un républicain. Mais pour lui, l'appartenance à la nation française se conjugue avec l'universel. Il est avant tout convaincu que la France a un rôle à jouer en faveur de la condition humaine, un rôle qu'il situe au sein d'une organisation internationale et dans le cadre de la solidarité entre les nations. Je suis certain que s'il était présent parmi nous aujourd'hui, il porterait encore ce message. Homme de la situation, il est, après la Seconde Guerre mondiale, à la tête du Conseil d'État français qu'il réorganise. Mais c'est surtout comme artisan d'un ordre juridique international qu'il accomplit son œuvre, parce qu'il est profondément français. Tout part de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et du fait qu'elle a fixé pour l'éternité l'idée que les hommes naissent libres et égaux en droit. Transposer cette déclaration dans l'ordre international sera l'un des objectifs de sa vie. Aux yeux de René Cassin, la protection de l'être humain est essentielle. Au cœur de tout, il place l'homme et la réunion de tous les hommes pris individuellement qui donnent l'humanité. Dans le même temps et en parallèle, il mène une réflexion sur le rôle de l'État, garant naturel de l'État de droit, mais pouvant aussi devenir tyrannique, comme fut le cas pendant le nazisme. Marqué dans sa chair par la Première Guerre mondiale, puis par le nazisme et le totalitarisme, il n'aura de cesse toute sa vie de faire que l'État n'ait pas le droit de vie et de mort sur les citoyens, et que ce dernier puisse se défendre en invoquant une autorité supérieure. Sur la route de la tyrannie, il faut des contre-pouvoirs. La démocratie est rare et elle est fragile. René Cassin en sera le témoin au cours de la Seconde Guerre mondiale. En quelques jours, il verra s'effondrer les institutions républicaines. Pendant le conflit, il sera privé de cette nationalité française dont il était si fier. De nombreux membres de sa famille, dont sa sœur et son beau-frère, disparaîtront dans les camps d'extermination nazis. Cela le renforcera dans sa conviction que le monde a besoin d'une organisation pacifique. L'État n'a pas tous les droits, même dans les limites de ses propres frontières. L'homme qui est au cœur du projet de René Cassin doit pouvoir se tourner vers une autorité supérieure, protégeant même au-delà des frontières et des ressortissants. Un contrôle international est indispensable. Alors qu'il est confronté à l'une des plus grandes tragédies du siècle, il ne perd jamais l'idée que créer un ordre international fondé sur les droits de l'homme est une nécessité. C'est ce que nous essayons ici, plus que jamais, de défendre. Cette idée, il va la porter au sein du comité qui rédige la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et une fois de plus, il sera l'homme de la situation. Le texte adopté n'ira pas aussi loin qu'il aurait souhaité, car pour Cassin, la création d'un mécanisme de mise en œuvre des droits de l'homme est indispensable. Il est profondément convaincu qu'il faut qu'une commission puisse recevoir des plaintes individuelles, protéger les individus sans prendre uniquement en compte les intérêts de l'État. C'est bien en germe le droit de recours individuel devant un organe de contrôle international dont rêve René Cassin, le visionnaire. Ce message, il le réaffirmera solennellement en Norvège après l'attribution du prix Nobel de la paix. Pour lui, la proclamation de droit n'est rien sans mesure de contrôle. Devant le Parlement norvégien, il affirme que la compétence des États sur la matière de traiter
la manière de traiter leurs ressortissants sera toujours primordiale, mais qu'elle ne sera plus exclusive. Elle doit être transférée à des organes, c'est-à-dire à l'ensemble de l'humanité juridiquement organisée. Ce système, c'est celui qui a été mis en place à Strasbourg, et on a vu les États consentir à céder une part de leur souveraineté à une juridiction internationale. Il était donc logique qu'une partie de la vie de René Cassin s'accomplisse à Strasbourg, comme juge à la Cour européenne des droits de l'homme, puis comme président de cette Cour. Le message de René Cassin reste d'une incroyable actualité. Il a toujours regretté qu'une partie de l'Europe ne soit pas protégée par la Convention. Je suis sûr qu'il serait heureux aujourd'hui de voir que les droits de l'homme sont protégés par notre Cour sur tout le continent européen. À ceux qui, ces derniers temps, disent que notre Cour va trop loin et le lui reprochent, on rappellera que selon Cassin, la Convention européenne des droits de l'homme était bien trop timide car elle ne prenait pas en compte les droits économiques et sociaux. Il avait la conviction que la Convention devait être un monument permanent de progrès positif. Ce visionnaire n'avait pas une conception figée des choses. Il serait certainement à l'unisson de notre Cour lorsqu'elle considère que la Convention est un instrument vivant qui doit se lire à la lumière des conditions de vie actuelles. Mesdames et messieurs, René Cassin est né au XIXe siècle. Il a accompli l'essentiel de son œuvre au XXe et elle se poursuit ici même au XXIe siècle. Nous ne sommes pas seulement ses successeurs, nous nous efforçons d'être chaque jour ses héritiers. Nous aurons quitté ces lieux que l'on y parlera encore de René Cassin. Sans doute, pour reprendre le titre d'une pièce et d'un film bien connu consacré à Saint Thomas More, parce que René Cassin était un homme pour l'éternité. Je vous remercie. Monsieur Lararteco. René Cassin est basque de naissance, comme vient de le dire le président de la Cour européenne des droits de l'homme. Il est aussi alsacien par sa mère, Gabrielle Dreyfus. C'est un grand blessé de la Première Guerre mondiale, un combattant de la résistance de la Deuxième Guerre mondiale, rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, président de la Cour européenne des droits de l'homme, parmi plein d'autres choses qui le placent pratiquement au centre du Conseil de l'Europe, de son histoire, et qui nous rendent tous un peu ses enfants. Je pense que nous pouvons facilement dire que nous sommes un peu les héritiers, les enfants de René Cassin. Le place notamment au centre de l'histoire de l'Europe démocratique, parce que s'il y a une chose qu'il faut surtout retenir de toute son action, c'est d'avoir su faire un lien indispensable, nécessaire, incontestable entre la protection des droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit, un lien qui est tellement visible dans la Convention européenne des droits de l'homme et qui fait de cette convention un instrument constitutionnel de l'ordre public européen, comme l'a dit la Cour, un instrument indispensable de la sécurité démocratique, comme nous voulons l'affirmer. Je pense que René Cassin serait particulièrement heureux aujourd'hui de voir que nous faisons un lien entre la Convention européenne des droits de l'homme, les droits de l'homme, l'Institut, l'hommage qui lui est rendu et Guernica. C'est donc avec beaucoup d'émotion qu'à l'occasion de cet hommage à René Cassin, l'Institut accueillera dans son jardin un des enfants du célèbre arbre de Guernica. C'est une émotion que nous partageons, qui nous vient des profondeurs de l'histoire, des défis du présent et de l'espoir que nous portons à l'avenir. René Cassin a vécu au temps de Guernica. Pour lui, c'est un élément vécu. Pour la plupart d'entre nous, je pense pour tous, la première chose qu'évoque Guernica, ce sont les figures torturées du tableau de Picasso, la destruction, la mort, l'injustice, la barbarie.
le tableau qui est en noir et blanc et qui dissimule tellement mal les traces de sang, les blessures, les visages qui se retournent vers le ciel incrédule, je pense que pour René Cassin, comme pour nous tous, Guernica est à l'origine de ce que nous appelons Plus jamais ça et qui est à l'origine de notre organisation, le Conseil de l'Europe. Pour l'arbre de Guernica, je n'ai appris que bien plus tard, parce que c'est mon ami Arateco qui m'a parlé de l'arbre de Guernica, un arbre qui a survécu à cet anéantissement, qui se voulait total et qui symbolise les traditions, les libertés dont les Basques ont combien raison d'être fiers. Pourtant, l'arbre de Guernica, s'il a survécu jusqu'à nos jours, ce n'est pas grâce à un miracle, mais c'est grâce à l'amour, aux soins qui lui ont été apportés. Et je pense que ça aussi, c'est une leçon que nous devons tirer. Apporter un soin à l'acquis que nous avons, aux libertés que nous avons acquis pendant ce siècle, pendant peut-être les 70 ans du Conseil de l'Europe que nous fêtons cette année. L'Europe a effectivement beaucoup changé depuis la création du Conseil de l'Europe. Les avancées sont indiscutables. Ce qui est de plus remarquable, c'est que les décisions ont été prises collectivement par l'ensemble des États membres du Conseil de l'Europe. Et les exemples sont nombreux. Permettez-moi d'en citer une, moi, la disparition de la peine de mort du continent européen, avec l'exception peut-être du Bélarus. Malheureusement, ce que nous avons cru être définitivement écarté sur le continent européen revient. Et dans ce contexte, les risques, les défis que nous rencontrons ne peuvent qu'être relevés sur la base du souvenir peut-être de René Cassin, de son engagement, de son expérience, de sa sagesse. Le don de l'arbre de Guernica que le gouvernement basque fait à l'Institut international des droits de l'homme et que pour une certaine mesure le Conseil de l'Europe partage l'accueil est un élément indispensable pour la protection internationale des droits de l'homme et arrive à ce moment historique. Votre présence ici, Monsieur le Président, nous encourage à ne pas désespérer et à continuer le combat pour une Europe démocratique et juste où il fait bon vivre ensemble. Merci beaucoup. Cour européenne des droits de l'homme, Monsieur le chef du gouvernement de la communauté autonome basque espagnole, Monsieur le représentant du secrétaire général du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs les juges, Excellences, Mesdames et Messieurs. J'aurai l'occasion dans quelques minutes d'évoquer les liens entre le Pays basque espagnol, l'Espagne et René Cassin. Je voudrais insister un petit peu sur René Cassin, juge de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a 60 ans, presque jour pour jour, pour la précision à 3 jours près, René Samuel Cassin, qui était à l'époque vice-président, en fait président, du Conseil d'État français, était élu par l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, juge au titre de la France à la Cour européenne des droits de l'homme, qui tint sa première session 5 semaines plus tard. Aussitôt élu par ses pairs, puis réélu vice-président de la Cour, Cassin devait, de par le tirage au sort auquel procéda le premier président, Lord McNair, être l'un des 7 juges de la Chambre composée pour statuer sur la première affaire soumise à la juridiction Lawless contre Irlande. Une chambre qui comprenait entre autres un autre futur président de la Cour, l'Italien Giorgio Aladore Palieri, un prédécesseur de Guido Raimondi. C'est Cassin qui présida l'audience publique les 3 et 4 octobre 1960 et qui rendit le 14 novembre 1960 au nom de la Cour le tout premier arrêt de celle-ci. En 1965, il succéda pour 3 ans à Lord McNair et peu après la fin de son mandat présidentiel, il se vit décerner, couronnement suprême, le prix Nobel de la paix.
J'ai eu l'occasion de voir à Oslo le registre du comité Nobel et la mention ou motivation du prix indique simplement « président de la Cour européenne des droits de l'homme » et non pas, comme on le croit, rédacteur ou un des rédacteurs de la Déclaration universelle, même si cette qualité n'a certainement pas échappé aux membres du comité norvégien. Cassin est resté juge à la Cour, qui n'était, il est vrai, pas permanente, pas moins de 17 ans jusqu'à son décès en février 1976, et il aura eu la grande satisfaction de connaître le 3 mai 1974 la ratification par la France de la Convention. Une ratification bien tardive en faveur de laquelle il s'était battu avec opiniâtreté, y compris contre le général de Gaulle, l'homme qu'il avait loyalement assisté au sein de la France libre, de 1940 à 1944, de Londres à Alger. Non sans paradoxe, mais les textes alors le permettaient, ce juge d'un État non encore lié par la Convention a eu le privilège de siéger et même de présider dans les premières et rares affaires tranchées dans ses débuts par la Cour. On m'a souvent raconté que dans cette période bien oubliée, quand une nouvelle requête arrivait, le greffe et les juges sablaient le champagne. Autre temps, autre mœurs. Après les 3 arrêts Lolès, ce fut l'arrêt De Becker contre la Belgique, puis la très célèbre affaire linguistique belge ou encore l'affaire dite du vagabondage. Si Cassin a été ainsi appelé à siéger, il a aussi laissé son empreinte personnelle. Ses talents de juriste, mais aussi sa sagesse et ses dons de conciliateur lui ont permis de maîtriser une jurisprudence naissante et de mener une véritable politique jurisprudentielle, à tout le moins d'y contribuer. Sa longue expérience au Conseil d'État, à la tête duquel il resta pendant 16 ans, le servit certainement, sans parler du Conseil constitutionnel dont il fut ensuite membre de 1960 à 1971. Les successeurs de Cassin en qualité de juge au titre de la France, les regrettés Pierre-Henri Tedgen et Louis-Edmond Petiti, moi-même en tout cas, et certainement mon successeur et ami André Potocki, ont éprouvé par rapport à lui des sentiments d'admiration et peut-être une dette de reconnaissance. Comment ne pas se sentir marqué par la renommée de cet homme qui fut l'un des pionniers de l'édification de ce qu'on appelle encore l'ancienne cour, une juridiction dont le prétoire était peu encombré à son époque, je le redis, mais dont les premiers litiges, les premiers contentieux étaient déterminants pour l'image, la réputation, le prestige du tribunal strasbourgeois. Mais rendre aujourd'hui hommage à cet homme qui passa à la Cour européenne des droits de l'homme les 17 dernières années de sa vie et de sa longue carrière ne doit pas faire oublier les étapes précédentes qu'a rappelé mon ami Guido Raimondi, qu'il s'agisse de son rôle en faveur de la paix, de son action au sein des organisations d'anciens combattants, de son activité universitaire de professeur de droit civil, de son action entre les deux guerres au sein de la SDN, puis depuis 1945 à l'Organisation des Nations Unies. J'ai fait allusion à son rôle de juriste de la France libre. Il en a parlé dans un livre émouvant, « Les hommes partis de rien ». Et tout le monde sait qu'en 1947-1948, au sein de la Commission des droits de l'homme de l'ONU naissante, présidée par Eleanor Roosevelt, il fut pour la déclaration très actif et tint souvent la plume. La proclamation le 10 décembre 1948 au Palais de Chaillot de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été une victoire pour cet homme qui avait insisté pour que la déclaration s'appelât universelle et non simplement internationale. Bref, René Cassin a été un grand homme. Le fronton du Panthéon où se trouvent ses cendres porte aux grands hommes la patrie reconnaissante. Dans son cas, on pourrait dire l'Europe reconnaissante et même l'humanité reconnaissante. Merci.